Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de la laïcité Libre Ensemble. Certains la surnomment déjà le mal du siècle, une angoisse qui touche la jeune génération un peu partout dans le monde. Nous allons parler d'éco-anxiété aujourd'hui, une anxiété engendrée par les changements climatiques qui toucherait une personne sur 10 en Belgique. Comment la définir? Comment cette éco-anxiété se matérialise-t-elle dans la vie quotidienne de ceux et celles qui en souffrent? Et comment réussir à la dépasser? On va en discuter avec nos deux invités aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous les deux. Tout d'abord, Véronique de Keyser, vous êtes présidente du Centre d'action laïque, mais aussi professeure émérite de psychologie à l'Université de Liège. Et Alexandre Heeren, vous êtes professeur à l'Institut de recherche en sciences psychologiques de l'UC Louvain, chercheur qualifié FNRS et directeur du Stress and Anxiety Research Lab. Alors, vous venez de publier les premiers résultats d'une étude internationale sur l'éco-anxiété, une étude donc, qui a été menée dans 8 pays différents. Alors, j'ai d'abord envie avec vous d'essayer de définir un petit peu ce qu'est l'éco-anxiété. Pour des personnes qui n'auraient jamais entendu parler de ce terme, finalement, comment on peut le définir le plus clairement possible? Alors c'est une bonne question parce qu'elle fait débat chez les scientifiques. Il y a récemment une publication qui est sortie sur la question même de définir l'éco-anxiété. Alors on a une dizaine de définitions qui sont apparues dans la littérature scientifique depuis 2010 environ, principalement par des travaux qui ont été menés en Australie initialement, aux États-Unis. Alors elles vont de quoi? Elles vont du pire, c'est-à-dire la peur, l'anxiété par rapport à la fin de notre civilisation thermo-industrielle, c'est ce qu'on retrouve dans certains papiers, jusqu'à des définitions plus communes, c'est plus commun dénominateur, qui est vraiment de l'anxiété, de l'inquiétude ressentie par rapport au changement climatique et la crise écologique en cours et à venir. Alors dans notre étude, justement, on s'est dit que pour simplifier les choses, on allait se centrer sur une définition, qui est la définition suivante, qui est vraiment l'anxiété ressentie par rapport au changement climatique en cours et à venir. Alors ça veut dire que concrètement, dans la vie de celles et ceux qui en souffrent, ça se matérialise comment, cette anxiété? Quels sont les symptômes, si on peut dire? Alors, dans l'éco-anxiété, il y a anxiété. Alors, pour bien répondre à la question, il faut d'abord définir ce que c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion. Et quand on parle d'émotion, il faut penser toujours à la parenté latine, ici, qui est movere, se mettre en action, se mettre en mouvement. Donc, nos émotions, elles sont utiles. Et donc, comme toute émotion, l'anxiété, elle a une fonction. Elle a une fonction qui sert à nous préparer à une menace potentielle qui pourrait ou non survenir, qui est ou non claire ou précise, mais on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc, il y a une pierre angulaire ici, qui est l'intolérance, qui est l'aspect incertain. Et l'humain est profondément intolérant à l'incertitude. Et donc l'anxiété, elle se manifeste dans des situations où il y a beaucoup d'incertitudes. Un exemple très simple, si je quitte momentanément le champ du domaine climatique ici pour bien illustrer mon propos, si je suis étudiant et j'ai une session d'examen qui est dans 2 mois, dans le futur, eh bien je peux avoir de l'anxiété. C'est-à-dire je vais commencer à avoir une tension musculaire, je vais avoir des images, des inquiétudes, ressasser, qu'est-ce qui pourrait se passer, comment ça va se passer, etc. etc. Suis-je prêt ou non pour un examen? Parce que cette émotion va nous mettre en mouvement, va nous mobiliser pour nous préparer en fait, parce qu'on est anxieux. Du coup, on se dit, il faut se mettre en action, il faut se mobiliser. Et donc l'anxiété, elle sert à quelque chose. Je pense que tout le monde ici, de manière générale, tous les spectateurs qui écoutent l'émission sont bien conscients. C'est difficile, par exemple, si on a été étudiant, de réussir un examen si ça n'a pas été un tout petit peu anxieux à un moment ou l'autre. Eh bien, l'anxiété, elle sert à ça, elle sert à nous mettre en mouvement. Le problème de l'anxiété, c'est que, donc, en général, elle est hautement adaptative, donc elle sert à nous mobiliser. Le problème, c'est que lorsqu'elle devient chronique, et qu'elle persiste au fil du temps, elle est problématique. Elle a des conséquences, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dormir, on est tout le temps tendu musculairement, on est tout le temps on a mal au ventre, on est envahi par ses inquiétudes, par ses ruminations, et donc ça ne fonctionne plus correctement, ça devient dysfonctionnel. Et donc l'anxiété n'est pas toujours une mauvaise chose, et parfois une bonne chose, mais donc pour une certaine partie de la population, est une mauvaise chose. Et donc je reviens ici à l'éco-anxiété, c'est exactement ce que nous avons retrouvé dans l'étude que nous avons menée, c'est-à-dire que dans la plupart des personnes, on va retrouver effectivement de l'inquiétude par rapport au changement climatique, c'est-à-dire des inquiétudes, on est de rumination, on se retrouve parfois à se réveiller pendant la nuit par rapport à des inquiétudes qu'on pourrait avoir sur le futur, et pour une large partie de la population, et cette partie de la population, ça permet de se mettre en action. Ces personnes, chez elles, l'éco-anxiété est associée ici, à un plus grand déploiement de comportements éco-responsables. Faire attention à ce qu'on consomme, faire attention au transport qu'on va utiliser, etc. etc. Par contre, une manière, finalement, de mobiliser. mobiliser. Et pour une toute petite partie de la population, l'anxiété, là, par contre, elle n'a plus son rôle fonctionnel, son rôle adaptatif. Et donc, pour
précisément 11,64% des répondants sur plus de 2000 personnes. C'est-à-dire que quotidiennement, ces personnes auront des difficultés de sommeil, donc j'insiste quotidiennement ici, des pleurs, des inquiétudes, des tensions musculaires par rapport, ici vraiment spécifiquement par rapport au changement climatique et à la crise écologique. Et là, on voit que cette association, donc l'éco-anxiété n'est plus associée chez ces personnes au déploiement de comportements éco-responsables. Donc le rôle adaptatif, quelque part, n'est plus desservi. Alors on creusera un peu tout l'aspect comment mobiliser finalement cette anxiété pour quelque chose de positif. Mais restons peut-être sur cette thématique de l'éco-anxiété. Et je me tourne vers vous, Véronique de Keyser. Est-ce que quand vous entendez ça et quand on parle d'éco-anxiété, certains disent en fait ce serait un peu comme un stress pré-traumatique. On a beaucoup parlé de stress post-traumatique, mais ici, est-ce que ça pourrait être un stress pré-traumatique? On envisage quelque chose de grave, on envisage un trauma et du coup, on pourrait le définir comme ça? À mon sens, oui. Maintenant... Ici, on fait débattre. À mon sens, oui, et je pense que toute la littérature et toutes les connaissances maintenant qui sont assez approfondies, qu'on a sur le stress, sur la façon d'y faire face, sur ses côtés positifs potentiels et ses côtés très négatifs, peuvent être transposés sans aucun problème à la question de l'éco-anxiété. Parce que je relevais, Alexandre, dans votre démonstration, que vous parliez de mobilisation par rapport à quelque chose qui est tout de même de l'ordre d'une menace, mais cette mobilisation, elle implique toute une série de réactions, y compris des réactions hormonales, et on est dans la situation classique du stress qui mobilise aussi toutes les ressources d'un individu par rapport à une agression ou une menace de l'extérieur. Donc, on voit bien qu'on est dans des concepts qui sont relativement proches. Et si je veux m'attacher un instant à celui du stress, c'est parce que on sait bien maintenant, le stress ayant été étudié particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, mais très très bien, on sait parfaitement que à l'usure, cette mobilisation est impossible. Et que, certes, quand on a des actions constructives, et vous les postulez, vous dites ça a une action, on va avoir telle et telle action sur l'environnement possible, on prendra le bus, etc. etc. Ça, c'est tout à fait exact. Mais il y a une partie aussi qui ronge là-dedans. Et si ce stress doit continuer, à ce moment-là, on risque vraiment un effondrement. Ça, on peut le tirer de tout ce qu'on sait du stress. Or, dans le problème de l'éco-anxiété, il y a quelque chose qui, moi, m'a toujours semblé extrêmement important. Les actions que nous menons aujourd'hui ont un délai d'impact qui est très long. C'est-à-dire, pour des très jeunes, par exemple, qui s'engagent dans des actions merveilleuses et pour faire face à l'anxiété qu'ils ressentent, mais qui n'en voient pas la couleur aujourd'hui et qui n'ont pas cette dimension temporelle que nous pouvons avoir, nous, dans toute la maîtrise qu'on peut avoir du monde et de savoir que les politiciens, c'est lent et que de toute façon, les mesures entreprises, elles auront un impact très, très long. Il y a, à un moment donné, cette volonté de faire des choses à court terme sans en voir le bout du tunnel. Là, ça peut être vraiment le piège. C'est un des pièges que je vois et c'est là qu'il faut travailler, mais ça, c'est le débat de la réflexion. Le deuxième piège que je vois aussi là-dedans, c'est qu'on sait que les enfants et les jeunes sont des éponges par rapport à toute l'anxiété environnante. Ils sont extrêmement réceptifs à ce qu'on appelle la détresse parentale. Si on a des parents qui, eux aussi, sont mobilisés là-dedans, sont anxieux, etc., et ils sont extrêmement poreux à l'avalanche des informations qui tombent des médias. Or, ces informations des médias, elles centralisent en un point toutes les inondations, les incendies, les pertes de la biodiversité du monde. Les tigres du Bengale vont disparaître, les castors sont en difficulté, etc., etc. Les abeilles et la chaîne alimentaire sont menacées. Et pour un gosse, ce long terme et cette accumulation, ça, c'est quasi insoutenable. Et c'est là qu'on peut vraiment avoir des problèmes. Et c'est là que la vue positive d'une menace qui pourrait nous guider vers la bonne voie et prendre conscience de comment le monde tourne, c'est là qu'il y a la limite. Et c'est là que nous devons travailler, à mon avis. Ce sont sur ces points-là.
Alors, je vais peut-être revenir vers vous, Alexandre Heeren, parce que dans cette étude que vous avez menée, donc une étude en ligne, il y a 2080 personnes donc, qui ont répondu, des personnes issues de 8 pays différents, la Belgique, la France, la Suisse, le Maroc, l'Algérie, le Gabon, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ce qui est assez remarquable dans l'étude, c'est qu'on voit qu'effectivement, ce sont des pays européens, des pays africains. Or, peut-être que dans l'imaginaire collectif, on se dit, oui, mais l'éco-anxiété, c'est un peu quelque chose des bobos. Des écolo-bobos. Voilà, écolo-bobos, qui ont que ça à penser, peut-être. Or, on voit dans votre étude que c'est un problème qui touche plus particulièrement les jeunes, mais dans tous les pays où vous avez sondé. Effectivement, il n'y a aucune différence d'un point de vue des chiffres et prévalence ici. Il n'y a aucune différence entre les pays d'Europe et les pays du continent africain. Et qui plus est, on voit que les jeunes sont plus impactés, significativement plus impactés que les jeunes, c'est les moins de 40 ans, donc de 18 à 40 ans, c'est beaucoup plus élevé que les personnes au-delà de 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes au-delà de 40 ans qui n'ont pas un niveau important d'éco-anxiété, mais effectivement, on voit cette différence d'âge ici qui est importante. Un point qu'on oublie parfois de mentionner, je trouve, c'est la différence. On pense souvent que c'est aussi un délire de personnes relativement plus éduquées, au genre de choses. Il n'y a aucune association, dans n'importe quel pays que ce soit, ici, aucune association au niveau socio-économique, éducatif ici, et l'intensité de l'éco-anxiété. Donc c'est tout à fait indépendant, contre toute attente d'ailleurs, on pensait. Et c'est vrai qu'à un moment, on pouvait aussi se dire que les personnes qui étaient les plus anxieuses par rapport au dérèglement climatique, c'était celles aussi peut-être qui étaient les plus directement concernées, des agriculteurs, des gens qui étaient touchés par des inondations, par des feux de forêt, etc. Or, ici, dans l'étude, on voit que non, il y a des personnes qui ne sont pas directement concernées par le dérèglement climatique, en tout cas qui n'ont pas un effet tout de suite, aujourd'hui, maintenant, mais qui sont éco-anxieuses. Tout à fait. Un exemple très simple. Vous savez, l'éco-anxiété ne se manifeste pas toujours de manière à ce que les personnes... C'est pas toujours un phénomène où les personnes sont anxieuses par rapport à la fin du monde ou l'effondrement de la biodiversité. Je pense à quelques témoignages de personnes que j'ai reçus à côté ici de l'enquête que nous avons menée. Ça peut être, je suis très anxieux, on va avoir une transition pour les voitures diesel, pardon, à Bruxelles. Elles sont très anxieuses. Comment est-ce qu'on va faire pour changer de voiture? Comment est-ce qu'on va faire s'il n'y a plus de nourriture de qualité pour pouvoir subvenir à nos besoins alimentaires, ce genre de choses. Donc, c'est parfois des inquiétudes qui sont très, très, très primaires. Il y a le pyramide de Maslow, que tout le monde connaît probablement ici, le niveau de base, qui est la sécurité et les besoins physiologiques de base, qui sont vraiment le plus bas niveau ici. C'est aussi des inquiétudes par rapport à cela, pouvoir nourrir sa famille, pouvoir se déplacer en toute sécurité, pouvoir continuer à son travail. Ce sont des inquiétudes qui sont parfois rapportées par les personnes. Donc, ce ne sont pas toujours des choses extrêmement sophistiquées qui sont rapportées par les inquiétudes des personnes ici, mais parfois vraiment des inquiétudes par des choses très concrètes de la vie quotidienne. Oui. Qui ne sont pas très, pour revenir sur ce qui a été évoqué aussi juste avant, pas toujours très éloignées dans le futur non plus. Ça peut être très proximal, les inquiétudes. Je pense au moyen de déplacement, je pense à un problème de santé éventuel qu'on pourra avoir d'ici 15-20 ans. Donc, ce sont des inquiétudes qui sont très concrètes chez les personnes. Alors, j'avais envie de vous faire réagir tous les deux à une phrase de Alice Desbiol, qui est épidémiologiste française, qui travaille depuis longtemps sur cette question de l'éco-anxiété et qui estime que l'éco-anxiété n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie mentale. Et elle estime que c'est même plutôt une réaction normale face à une prise de conscience des enjeux environnementaux. Et elle dit les personnes éco-anxieuses sont, in fine, les personnes rationnelles et lucides dans un monde qui ne l'est pas. Alors, donc est-ce que ça veut dire que finalement, c'est les éco-anxieux, ce sont eux qui ont raison et nous sommes dans le déni? Mais on est toujours, si vous permettez, on est toujours dans le déni de quelque chose. Et c'est une manière que nous avons de vivre. Nous savons parfaitement que nous allons mourir. Ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas incertain dans la vie, c'est bien la mort. Mais quand vous avez par exemple un cancer et que vous apprenez que vous allez mourir et rapidement, c'est à ce moment-là que cette espèce de limite apparaît de manière terrible et qu'il n'y a plus de futur. Et ça tombe vraiment comme la porte d'un garage qui se referme devant soi. Quand on veut arriver avec la voiture, c'est fini. Là, il n'y a plus d'horizon. No future. Et c'est ce déclic-là qui est important dans l'éco-anxiété, c'est-à-dire que ce déni facile, en tout cas de la limite,
on a un sentiment de finitude. La vie n'est plus infinie, le monde n'est plus infini, on a un sentiment de finitude. Et on n'est pas habitué à vivre avec ça. Et de toute façon, je pense que là, ce sentiment de finitude, il doit être travaillé. Nous avions au CAL fait un colloque au mois de décembre et on s'était beaucoup torturé. On voulait parler de la santé globale, de la santé du monde, de l'environnement, etc. Et je ne trouvais pas de titre à ce colloque. Et finalement, on a pris « Le pire n'est jamais certain ». Parce que il y a moyen, il y a des pistes, y compris, et des pistes que nous ne connaissons pas encore probablement, y compris par rapport à tous les problèmes environnementaux, à condition de s'y mettre. Certes, il y a les petits gestes qu'on peut faire tous les jours, mais il y a tout de même la science qui évolue, il y a tout de même des perspectives qui sont intéressantes, qui doivent être posées dès maintenant. Et l'important pour moi, c'est justement que pour des jeunes, ce sentiment d'infini que nous avons, qui est notre façon de vivre, de non-finitude des choses, puisse être retrouvé et que ce soit aussi ça, une démarche rationnelle. Que la rationalité, c'est pas seulement de dire oui, on voit les désastres et c'est la fin de l'humanité. Non, je pense que la raison n'est probablement pas là et que s'il y a un sens à redonner à la période d'aujourd'hui, c'est de retrouver comment raisonnablement, tout en restant rationnel, on peut ouvrir des nouvelles pistes. Et je suis irréductiblement optimiste sur la possibilité de trouver des chemins, en tout cas. Alors, je vous donne peut-être la parole dans 2 minutes, Alexandre. Ce que je propose, c'est qu'on écoute des jeunes, justement, qui ont été interviewés dans le cadre de ce colloque dont Véronique de Keyser parlait juste avant. On leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir, de la planète, ce que cette notion d'éco-anxiété évoquait en eux. Et vous réagirez juste après, Alexandre Héron. Ça me stresse un peu, dans le sens où il y a beaucoup d'animaux qui sont en train de mourir pour l'instant. On perd des espèces, et ça, c'est quand même grave. J'aime pas trop en parler parce que à chaque fois, ça rappelle que que ça part n'importe comment. Quand j'entends ça à la radio, à la télé, je stresse, j'ai peur. Certes, les gens pensent aller peut-être aller sur Mars, ok, mais moi, il faudrait peut-être d'abord s'occuper de la planète qu'on a, plutôt que de chercher à aller ailleurs. La planète, c'est notre maison, tu vois, donc voilà quoi, ça me stresse qu'un jour, ça pourrait plus exister. Par rapport à la santé de la planète, je ne suis pas anxieuse, mais je me pose des questions. Je me dis, moi, ça pourrait encore aller, mais je pense aux générations futures qui viendront après nous. Je pense énormément à ça et du coup, je suis un peu anxieuse à cause de ça. Personnellement, non, parce que je crois fortement à la science. Je pense que la science peut tout trouver, rien n'est impossible. Après, si on ne se bouge pas maintenant, on ne se bougera jamais. Et là, c'est sûr qu'il faut s'inquiéter. J'ai peur de l'avenir de la planète à cause de toutes ces paroles qu'ils disent, à cause du climat, du réchauffement et tout ça. Et j'ai peur parce que plus tard, je serai grand et ce sera peut-être encore pire. J'en parle beaucoup, mais juste avec mes amis. J'évite d'y penser, tout en faisant les gestes écologiques et tout. J'essaie de faire le mieux pour moi. Et je demande aussi à mes amis de le faire. C'est des petites choses, c'est ce que je vais citer, mais si tout le monde fait ces petites choses, c'est bien. Par exemple, donc il y a le feu, je fais un compost, je trie mes déchets. Par exemple, je fais de la récup. Mon téléphone vient de mon grand frère. Je sais que mes parents, et je suis complètement d'accord avec ça, pour notre alimentation, on préfère aller chez des locaux. On est éco à la maison, économique et écologique. C'est comme à la maison, tu es respectueux à la maison, tu dois prendre soin de tout ce qui est dans ta maison. C'est pareil, pour moi la terre c'est ma maison aussi, donc j'en prendrai soin et j'en prends soin. Il faudrait prendre des mesures fortes et pas seulement laisser les choses aller comme ça. Il faudrait peut-être taxer les entreprises qui polluent davantage. Et peut-être qu'on va faire des règles là-dessus, que les gens vont faire des règles et que ça va devenir mieux.
on va dire, des trucs comme ça. Après, au niveau de la politique, il faut que tous nos politiques vraiment se mettent à fond là-dedans, je pense, que ce soit au moins 50% là-dedans. Tout le monde se dit il y aura toujours quelqu'un d'autre pour rattraper ma connerie ou autre chose. Alors que non, faudrait pas se dire ça. Faudrait dire je vais le faire parce que c'est bien, même si je suis le seul à le faire. Il faut admettre ce qu'on a fait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait avant et que les conséquences, ils viennent maintenant. Moi, je pense que c'est sauvable. Clairement, je pense que c'est sauvable. C'est pas impossible, mais il faut faire de gros efforts et c'est individuellement parlant, tout le monde doit le faire. Faut pas attendre que... J'ai parlé des politiques, mais il faut pas attendre que les politiques le fassent pour que nous on le fasse. On devrait se presser quand même. Hein. Et voilà, c'était une séquence réalisée par Lucien Jans auprès des jeunes de la Fabrique de Soie, une école de devoir de laïcité Brabant-Wallon. Alors, je me tourne vers vous, Alexandre Rennes, peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez entendu là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retrouvées peut-être dans des commentaires que vous avez eus dans votre étude? D'abord, je suis extrêmement touché, impressionné par l'habilité et la lucidité aussi, pour refaire le commentaire par rapport à Alice Desbiol juste avant, de ces jeunes, c'est impressionnant. Il y a plusieurs éléments, j'ai pris des notes d'ailleurs aussi, qui sont importants, je pense ici, dans la notion d'espoir, espoir actif, qu'on a tendance à oublier, qui est une notion importante. La littérature, psychologie peut-être positive par rapport à l'environnement maintenant, qui est se prendre en main, mais aussi ne pas être désespéré passivement, mais dire il est possible de changer, alors certes pas tout seul, donc le soutien social est également important, se mettre ensemble. Et j'ai à plusieurs reprises entendu des mots assez évocateurs, cette notion d'espoir assez actif. Le fait d'en parler aussi, effectivement, d'en parler. Certains ont dit, voilà, on en parle, le fait, il y a cette notion de collectif, du coup, aussi. Hein. Les émotions collectives. C'est extrêmement important, effectivement, ici, l'aspect émotionnel. Donc ça, c'est vraiment un point important que vous soulignez là. Et toute une série d'études, je fais un petit lien ici, mais qui montrent effectivement que chez les jeunes, une étude, je pense, en Australie, qui ont été menées sur ce sujet-là, chez les jeunes particulièrement éco-anxieux, le fait d'en pouvoir en parler, d'avoir des espaces pour pouvoir en parler, d'augmenter le contact avec la nature aussi. Il y a plusieurs personnes qui disaient... je fais attention, ou la sobriété également ici, je recycle des choses, etc. Alors certes, ça peut paraître des choses très illusoires par rapport aux grands enjeux que nous avons en face de nous, mais c'est une bonne entrée en matière pour ces jeunes. Donc je suis impressionné d'entendre cela. Alors évidemment, ici, on a des jeunes qui ne se disent pas éco-anxieux, mais on voit qu'il y a une préoccupation qui est quand même là. Et donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est présent dans une très grande partie de la population. On voit dans votre étude qu'il y a 1 personne sur 10, par exemple, en Belgique, qui se dit vraiment éco-anxieuse de façon presque sévère, mais la conscience écologique est présente plus largement. Je pense qu'il faut faire attention au terme éco-anxiété ici. Je vais rebondir d'ailleurs sur le commentaire précédent qui a été évoqué par rapport au Dr Alice Desbiol. En fait, l'éco-anxiété n'est pas forcément malsaine. Ça, c'est un point important. Donc, elle peut effectivement mener à des bonnes choses, être mobilisatrice, comme est souvent l'anxiété d'ailleurs aussi. Et ici, dans notre étude, ce n'est pas 10% de population, enfin 11% précisément de la population qui se dit éco-anxieuse. En fait, on a regardé parmi les personnes chez qui l'éco-anxiété a un impact significatif dans la vie quotidienne. C'est-à-dire empêcher de dormir, empêcher d'aller au travail, empêcher d'aller à l'école, ce sont des jeunes, se retrouver en pleine journée en train de pleurer parce qu'on est très inquiet de ce qu'il y a, ce qui se produit pour l'instant, ce qui va arriver peut-être dans le futur au niveau climatique. Et donc, quand on parle de 11% de personnes extrêmement ou sévèrement éco-anxieuses, si ce ne sont pas elles qui se rapportent, on voit juste l'impact. On voit que ce sont des personnes qui ont quotidiennement, j'insiste sur le terme ici, des manifestations assez importantes de l'éco-anxiété. Et donc, ce sont ces personnes-là chez qui ce n'est plus mobilisateur. Elles n'ont plus l'énergie, l'émotion ne sert plus sa fonction ici, l'anxiété, pour déployer les comportements adaptés, que ce soit vers les autres, que ce soit vers la résilience collective, que ce soit vers la résilience individuelle. Par contre, les 89 autres pourcents sont des personnes chez qui il y a de temps en temps l'éco-anxiété, donc ce n'est jamais à zéro, donc l'éco-anxiété est présente à un certain niveau, mais là on trouve effectivement un élan, on trouve du stress par moment, on trouve de l'anxiété par rapport au changement climatique par moment aussi, mais ce n'est pas tout le temps, et là on voit que cette émotion, l'éco-anxiété, est associée à un déploiement, et c'est ce qu'on retrouve vraiment dans les vidéos ici, à chaque fois qu'ils en parlent, on sent que ça les pousse quelque part, ces réflexions, ça les pousse à se mettre en action. Oui, Véronique de Keyser. Pour rebondir. Petite question, c'est pas du tout, Alexandre, une question piège, mais c'est vraiment une question que je me pose et qui s'était aussi posée au colloque.
Vous dites que bon, c'est cette anxiété qui a cette fonction positive de pousser les gens à l'action peut, à certains moments, effectivement, ne plus être positive. Ça, c'est un peu ce qu'on disait à propos du stress dans une certaine littérature. Il y a du stress positif et il y a du stress négatif. Mais maintenant, est-ce que cette vision de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au niveau du changement climatique, etc., ne peut pas être abordée en se passant de l'anxiété? Je veux dire, vous avez l'air... Vous laissez suggérer que l'anxiété, elle va permettre la mobilisation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de mobiliser en supprimant cette variable? Est-ce que l'anxiété peut avoir une fonction positive? Ou est-ce que, par exemple, une analyse, une formation, des discussions à l'école, etc., pourrait permettre une mobilisation des intelligences et des cœurs en se passant de ça. Sans cette anxiété. Parce que ça me fait penser au management par le stress qui, à un moment donné, faisait des désastres dans la littérature. On disait, oui, mais un peu de stress c'est bien, trop de stress c'est trop. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, oui, j'entends bien votre question, effectivement. Ici, effectivement, on met un focus sur l'anxiété. Alors, parce que l'étude porte là-dessus. Nous avons une série d'études en cours qui sont sur ce qu'on appelle les éco-émotions. Un projet que j'ai avec une post-doctorante dans mon équipe s'appelle Alba Contreras, d'ailleurs je salue au passage, où il y a plein d'émotions. C'est juste qu'important, c'est de se rappeler ici, je pense, le take-home-message ici, c'est de se rappeler la fonction de nos émotions. Nos émotions, ce ne sont pas des mauvaises choses. Si elles se manifestent, ce sont des balises. Alors, ce qui est dangereux, c'est quand elles perdurent dans le temps. Donc, je ne dis absolument pas qu'il faut valoriser l'anxiété et la faire durer au long cours. Non, absolument pas. Je dis juste qu'elles ont une fonction et qu'elles sont là pour nous indiquer quelque chose doit se mettre en place. Et donc, si elles durent dans le temps, ça, c'est pas bien. Juste, je ressens l'anxiété aujourd'hui. Effectivement, il faut pouvoir en parler, particulièrement chez les jeunes, je pense, extrêmement important, pour qu'en fait, cette émotion puisse s'éteindre et puisse, l'énergie, quelque part, être traduite dans autre chose. On va prendre une autre émotion qui est souvent, classiquement, bien illustrative, chose du propos de l'adaptation utile, le rôle adaptatif des émotions, c'est la tristesse. Lorsqu'on perd un proche, par exemple, c'est normal de ressentir la tristesse. On ne va pas courir chez un psy ou se dire c'est mal de ressentir la tristesse. Au contraire, la tristesse, c'est ce qu'elle va faire. Elle va nous amener à voir peut-être consulter des photos, appeler des proches. Elle va favoriser la cohésion sociale. Et donc, on voit qu'elle permet de booster quelque chose, d'activer quelque chose qui est en fait de la résilience, la cohésion sociale. Et puis, on passe du temps ensemble, on chante. Et donc, on voit que le rôle, c'est un rôle très important, les émotions. Mais si ça dure, juste un petit propos, si ça dure dans le temps, effectivement, que ça se chronifie et que ça a des conséquences, là, c'est problématique. Donc, ça, c'est important ici, c'est la temporalité. On voit qu'en tout cas, à la fois, il y a débat et en même temps, on voit que c'est un sujet dont on pourra encore, à mon avis, largement parler et de voir comment, effectivement, et former aussi tous ces jeunes pour passer ou pas par l'éco-anxiété, mais finalement, l'idée, c'est qu'ils se mobilisent collectivement pour apporter des solutions. Merci vraiment à tous les deux pour ce débat. Merci Véronique De Keyser, merci Alexandre Heeren, merci à vous de nous avoir suivis et une très belle journée à tous.